Bon là j'avoue, pour le coup, j'ai pas prévu d'accroche. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors au moment où je tourne, je sais pas encore trop sous quel format ça va être cette vidéo. Est-ce que ça va être assez énorme ou pas, j'en sais rien, vous le savez. Toujours est-il que c'est une vidéo qui je pense va être un peu longue, peut-être un peu lourde. Alors je vous propose d'y aller tout de suite. Bon alors, ça fait un moment en fait que j'en ai ras-le-bol et que je me dis, il y a peut-être moyen de changer 2-3 bricoles. Alors faut savoir que je me considère comme apolitique, dans le sens où ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à la politique, c'est que je n'arrive pas en fait à me reconnaître dans aucun parti. Je pense que l'explication sera plutôt à la fin de la vidéo. Cela dit, j'ai quand même pas mal d'inquiétudes et je pense que je suis pas le seul à être inquiet. Donc je voulais voir un petit peu tout ça et je me disais qu'il y avait peut-être aussi quelque chose à faire. Alors ça me semblait normal de commencer par un genre de constat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de pauvreté, selon l'INSEE en France, est autour de 14-15%. En réalité, parce qu'en fait il s'agit d'une forme de calcul qui appartient à l'INSEE, on estime plutôt le taux de pauvreté autour de 17%, ce qui représente environ 11 millions de personnes. C'est énorme, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines catégories qui sont plus touchées que d'autres, notamment les jeunes, les 18-24 ans. Le taux de pauvreté est environ de 20% et contrairement à ce qu'on peut penser, le taux de pauvreté chez les retraités est de 9%. Alors vous allez me dire oui, mais on connaît beaucoup de vieux qui machin. Les chiffres sont là quoi. Les jeunes sont plus pauvres que les vieux. La France présente une dette de plus de 3300 milliards et on peut remarquer que le budget du fonctionnement de l'État en France est le plus élevé de l'Union européenne. On pourrait à ce titre penser que les services publics sont efficaces. J'en ai pas l'impression. Je pense que vous avez aussi, vous, eu certains soucis avec les services publics. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Mais on va rentrer dans le détail petit à petit. Justement, le service public, il en est quoi? Alors il y a quelques années, on avait un président qui s'appelait François Hollande qui nous avait promis un choc de simplification. Alors je sais pas pour vous, mais moi le choc de simplification, je le vois pas. Alors faut savoir que l'État français s'occupe de plein de choses, hein, notamment l'éducation nationale, la santé, la justice, la sécurité, le social et plein d'autres trucs. En fait, l'État s'occupe de tout quasiment. Au niveau de l'éducation nationale, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de problèmes, notamment des classes qui sont saturées, beaucoup de grèves. Je sais que tous les ans, on a souvent des grèves, hein, des profs et tout ça. Ça veut dire qu'il y a quand même un dysfonctionnement. On a une baisse du niveau scolaire. Il y a des études PISA qui montrent que à chaque fois, en fait, la France recule. Alors le budget de l'éducation est énorme, hein, et on peut se demander pourquoi ça fonctionne pas. Alors on sait qu'il y a quand même pas mal de hiérarchie et que notamment la proportion du personnel non enseignant est quand même plutôt importante. Au niveau de la santé, alors vous allez me dire peut-être que c'est pas lié parce que finalement les médecins sont plutôt des libéraux, mais on a quand même des déserts médicaux un petit peu partout, ce qui devient embêtant, notamment pour la santé publique. Prendre un rendez-vous chez le médecin, ça devient compliqué. On a notamment souvent des crises au niveau des urgences. Je sais pas si vous êtes déjà allé aux urgences, mais en tout cas, c'est extrêmement long. En fait, c'est plutôt les patients que les urgences. Et notamment au niveau de la santé, on a toujours le même bordel, hein, de la paperasse, de l'administratif et tout ça. Et pareil, au final, au niveau de l'hôpital, on a quand même beaucoup d'administratifs qui sont plutôt bien payés, hein, d'ailleurs. Et c'est pas réellement du personnel médical. Au niveau de la justice, on voit que les délais pour traiter les affaires deviennent de plus en plus longs, ça devient interminable. Ce qui peut être extrêmement embêtant en fait, quand on attend des décisions et qu'on en a besoin en fait. Pour la sécurité, donc notamment la police, on a le même délire. À chaque fois qu'il y a une interpellation ou quelque chose comme ça, on a une tonne de paperasse.
ça dure 10 plombes. En gros, du coup, les flics, ils se retrouvent plus souvent dans le bureau à gratter du papier, à faire des rapports et tout ça, plutôt que d'être sur le terrain, en fait. Peut-être qu'il y a un problème aussi de proximité de la police avec la population. Au niveau du matériel, les bagnoles et tout ça, elles deviennent complètement pourries. Il n'y a pas le budget pour en prendre des plus récentes, quoi. Et j'ai même entendu certains cas où il y avait des flics qui devaient acheter eux-mêmes leur gilet pare-balles en attendant que ce soit remboursé par la suite. Sinon, tu pars sans gilet pare-balles. Je trouve ça cool. Au niveau social, il y a beaucoup de personnes qui commencent à ressentir une injustice. Je pense notamment à ceux qui touchent des prestations sociales. Il y a certaines personnes, alors je dis pas que c'est la majorité, mais il y a certaines personnes qui ne travaillent pas, qui ont le droit à plein d'aides et qui peuvent potentiellement se permettre de partir en vacances. Je sais qu'il existe des trucs avec la CAF pour pouvoir partir en vacances et tout ça. Alors qu'en parallèle, il y en a certains qui travaillent, et donc on appelle ça aussi des travailleurs pauvres, qui peuvent pas se le permettre, et donc on peut avoir un sentiment d'injustice au niveau social. Pareil, si tu te rends à la CAF, si tu te rends à la Sécu et tout le bordel, tu vas avoir la file d'attente, quoi. C'est un chemin de croix, le truc. Et notamment, on a le droit à des aberrations du style la prime d'activité. Alors, vous allez me dire, oui, non, c'est pas une aberration, la prime d'activité. Si, parce que moi, j'en ai besoin de la prime d'activité, honnêtement, j'en ai besoin. Et je suis content de la toucher. Seulement, je trouve ça chelou, quand même, de toucher une prime d'activité. En fait, ce serait mieux que ce soit directement sur mon salaire, tu vois. Si j'avais un salaire plus élevé, j'aurais peut-être pas besoin de la prime d'activité, tu vois. On a aussi tout le boulot des travailleurs sociaux, les assistantes sociales et tout ça qui pareil, sont sur le terrain, ont pas forcément une paye énorme et ils n'ont pas forcément de pouvoir de décision. C'est toujours souvent une hiérarchie qui est au-dessus, qui va prendre les décisions. Je vais faire un petit point là-dessus. Il se trouve que dans l'administration, en règle générale, on a énormément de hiérarchies. N+1, N+2, N+3, tout ce que tu veux. Alors ça, c'est peut-être dû au système d'échelonnage ou je ne sais pas. En fonction de l'ancienneté, je sais qu'il faut passer des concours aussi pour pouvoir aller à un échelon au-dessus, pouvoir prétendre à d'autres postes. Alors effectivement, c'est des évolutions de carrière, mais le problème en tout cas, c'est que souvent on en devient du gratte-papier, du pose-tampon, et on arrive à une hyper-bureaucratisation du système. Ce qui fait que, en fait, les décisions vont être plus longues à prendre et ce sera peut-être moins efficace que peut-être une personne qui sera sur le terrain aura peut-être plus connaissance du dossier pour pouvoir prendre une décision pertinente. Le pire dans tout ça, c'est que ces personnes, finalement, qui sont... Alors, par provocation, moi je dis gratte-papier, pose-tampon, mais c'est presque le cas, quoi. Je vais pas me faire que des amis, mais je m'en cogne. Et souvent, ces gens-là, c'est les mieux payés. Alors, t'as ceux qui se cassent le cul sur le terrain, qui risquent de se prendre des gifles et tout ça, qui ont un salaire de merde, et t'as les autres, les planqués, qui ont une bonne paye, tu vois, c'est tranquillou, tu vois. Moi je suis dans mon bureau, je regarde, je lis le truc là. Ouais, peut-être oui, peut-être non, je sais pas, je signe et je mets le tampon ou pas. Et donc tout ça en fait, ça fait qu'on a un fonctionnement moins du système. Pour sortir un petit peu des services publics, alors c'est plutôt historique, on a plutôt un système syndicaliste en France qui est contre le patronat. Et inversement, le patronat est contre le syndicat. On a souvent l'un contre l'autre. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de grèves, beaucoup de mouvements sociaux et tout ça. C'est parce qu'il va falloir plutôt attaquer pour essayer d'obtenir des droits plutôt que négocier en fait. Parce qu'en fait, finalement, ni le patronat a envie d'écouter les syndicats, ni les syndicats ont envie d'écouter le patronat. Ce qui fait qu'en fait, on est en confrontation permanente. Et ça, peut-être que c'est un problème. Alors il faut savoir qu'en France, l'État est un système d'État-providence. C'est-à-dire que c'est un État qui va être là pour protéger quelque part. Et l'idée est bonne, selon moi. Peut-être que pour certains, c'est une mauvaise idée. Il y en a qui pensent que l'État devrait se contenter du régalien. Et c'est une façon de penser. Je dis pas que c'est mal non plus. Mais sauf que là, on est passé quasiment d'un État-providence à un État-maman. N'importe qui, que ce soit les syndicats, les entreprises, les particuliers, les associations, tout le monde va se retourner vers l'État. Dès qu'il y a une revendication, en fait, on va se retourner comme si c'était une maman. Tu peux prendre la décision, s'il te plaît ? Parce que nous, on n'est pas capable de le faire. Et je pense que toute attente de l'État, c'est peut-être pas une solution, et peut-être que l'État n'est pas
compétent pour prendre certaines décisions. Alors il l'est pour d'autres choses, mais je pense que dans certains cas, il n'est pas forcément compétent. Et je pense que tout le temps se tourner vers l'État, au bout d'un moment, ça peut peut-être déresponsabiliser. Le logement est un problème aujourd'hui, au niveau du prix, au niveau de l'accessibilité, pour certaines personnes, en fonction peut-être de l'âge, en fonction de peut-être ta couleur de peau. Ça va peut-être être un peu compliqué de trouver un logement. En plus de ça, on a quand même des aberrations, c'est-à-dire qu'il existe des endroits où il y a des logements vacants. Qu'est-ce qu'on en fait? Je sais pas. Donc d'un côté, t'en as qui galèrent pour se loger correctement, et de l'autre côté, t'as des logements vacants. Ça me semble normal, c'est tout à fait normal. Alors on entend souvent dire qu'il faut construire des logements et tout ça, et ça c'est très bien, et qu'il faut que ce soit des logements bien isolés et tout ça, et c'est très bien. Seulement, en fait, il y a tellement de normes qu'au final, ça devient compliqué. Tu sais, tu te dis, merde, il va falloir remplir une chier de paperasse pour pouvoir commencer à peine les travaux. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras ton idée, que tu auras envie de lancer ton projet, en fait, tu vas faire une chier de paperasse pour remplir des normes, des cases, des trucs comme ça. Et il va peut-être se passer 1 an, 2 ans, ou peut-être même plus, pour pouvoir commencer ton chantier. Du coup, il n'y a rien qui sort du sol, quoi. Alors qu'on le veuille ou non, qu'on soit complotiste ou pas, on a un problème écologique. Et ce qui est bien, c'est que en France, en tout cas, on commence à avoir une prise en compte de ce problème-là. Est-ce que les solutions apportées sont les bonnes? J'en sais rien. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de freins économiques, en tout cas par rapport à l'écologie, des normes, des taxes, des réglementations. Les zones à faible émission, par exemple, ceux qui n'ont pas de thunes, qui peuvent pas s'acheter une bagnole récente, ils font comment? Et tout ça, ce sont des freins qui peut-être empêchent certains investissements. Et du coup, on a une sorte de mollesse économique. En plus de ça, avec le changement climatique, on a de plus en plus de catastrophes naturelles. De toute façon, c'est courant. Tous les ans, on en a plusieurs. Alors, ça engendre un énorme coût matériel, mais aussi un coût humain. Tu perds ton logement, tu perds ceci, tu perds cela. Socialement, c'est compliqué. Ton boulot, tout ça. Et au-delà de ça, t'en as qui meurent aussi, quoi. Et enfin, je vais m'arrêter là sur les constats. En France, on a un système extrêmement centralisé, tout se passe à Paris, et donc toutes les décisions sont prises là-bas, à Paris. Seulement, il y a des inégalités territoriales, des disparités locales, et les décisions sont prises au niveau national. Et peut-être que certaines décisions ne sont pas pertinentes en fonction du territoire où on vit. Et ce serait peut-être pas mal de donner plus de pouvoir aux collectivités locales. Je sais pas. Alors à partir de ces constats, on peut peut-être voir plusieurs risques arriver. Le premier déjà, la détérioration des services publics. Avec des services publics de moins en moins accessibles, on voit déjà que d'ailleurs, il y a certains services qui sont donnés à des entreprises privées. Je pense par exemple aux services postaux. Souvent, tu as des maisons de la presse, des tabacs ou des trucs comme ça qui s'occupent de faire le service postal pour les recommander, les trucs dans le genre. Peut-être une démotivation aussi des fonctionnaires. Faut dire que ceux qui sont sur le terrain, c'est pas forcément les mieux payés et c'est ceux qui en prennent plein la gueule. Donc personnellement, je serais quand même un petit peu démotivé au bout d'un moment. En plus de ça, on voit que ça devient de plus en plus compliqué. On a pas mal de services de proximité, des services publics de proximité qui ferment et donc il va falloir se déplacer plus dans les préfectures, les sous-préfectures et c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Alors vous allez me dire, on peut faire pas mal de trucs sur internet, c'est vrai, mais il y a encore des personnes qui ne savent pas utiliser internet, qui ne savent pas utiliser l'informatique et c'est un véritable handicap. Et quelque part, ça peut aussi créer un isolement de certaines communes, certaines régions et peut-être du coup aussi un déclin économique. En plus de ça, si on continue à avoir une forme de démotivation du personnel, donc des fonctionnaires, et d'ailleurs on commence à le voir, il commence à y avoir une crise des vocations. Et s'il n'y a plus personne qui veut faire ce genre de métier-là, les services publics ils vont tenir comment? J'en sais rien, je pense qu'ils risquent bien de s'effondrer. On le voit bien, j'avais vu un genre de speed dating pour des profs et des trucs comme ça me semble aberrant. Au niveau de l'hôpital par exemple, il y en a beaucoup qui préfèrent faire de l'intérim, c'est mieux payé, et puis tu vas bosser un petit peu quand tu veux. Alors quand tu veux non, parce que t'as quand même besoin de gagner de la thune, mais t'as pas les mêmes contraintes que quand t'es fonctionnaire quoi.
En plus de ça, donc, avec tous ces sentiments d'injustice, de ce sentiment d'être abandonné, tout ça, on risque d'avoir une augmentation des conflits sociaux. Alors ça peut être des conflits en plus de différentes natures, ça peut être des conflits générationnels. On a vu tout à l'heure que les jeunes étaient plus pauvres que les retraités. Peut-être qu'il y a un moment où on va se dire, bah merde, moi aussi j'aimerais pouvoir vivre dignement. On risque d'avoir un accroissement du sentiment d'injustice entre les travailleurs et les inactifs. Alors attention, que ce soit bien clair, je trouve que c'est important d'aider les inactifs, je trouve que c'est important de pouvoir avoir une sorte de filet de sécurité pour pas sombrer dans la marginalité ou je ne sais quoi. Mais au bout d'un moment, quand tu bosses et que tu peux pas partir en vacances, que tu peux pas te payer certaines choses, bah il y a un moment, tu vas peut-être te rebeller. Et là, ça risque de partir en couille. D'ailleurs, dans 2-3 minutes, je vais vous donner un exemple concret. Cet éternel conflit entre les syndicats et le patronat, et bah ça aussi, c'est un risque. Parce que, à force de vouloir chercher constamment la confrontation et de ne pas chercher à s'écouter l'un et l'autre, au final, on n'avance plus. Les entreprises commencent à avoir du mal à faire du business, parce qu'il y a trop de grèves. Trop de grèves, ça empathie aussi sur d'autres entreprises. Peut-être des prestataires, des entreprises prestataires, qui peuvent pas travailler parce que si elles ont pas de commandes, elles ont pas de boulot. Et donc ces plus petites entreprises en pâtissent aussi. Donc une catastrophe au niveau économique. Et du coup, pas mal de monde qui se retrouve sur le carreau. Alors certains vont bien s'en sortir, mais il y en a qui vont payer le prix, quoi. Au niveau de l'écologie, alors effectivement, il y a une prise en compte écologique. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si on prend le problème par le bon bout. C'est-à-dire qu'à force de mettre des taxes, de mettre des normes et des choses comme ça, les gens en ont ras-le-bol. Et d'ailleurs, souvent, j'ai vu tourner des trucs... ouais, moi, on me demande de faire le tri. Moi, on me demande de moins rouler en bagnole et tout ça, alors qu'il y en a qui partent dans l'espace en vacances. Il y en a qui vont faire des croisières sur des paquebots énormes qui consomment des milliers de litres de carburant. On a des super tankers qui viennent apporter des trucs de Chine et tout ça. Ouais, et dans ce cas-là, peut-être que les gens ils vont commencer à baisser les bras et puis dire bah les couilles. En attendant, le changement climatique, lui, va continuer. Et si on baisse les bras, peut-être que les catastrophes naturelles vont s'amplifier. Peut-être qu'il y aura d'énormes mouvements de population et ça risque de créer de la pauvreté supplémentaire. Alors ce qui est fantastique, c'est que pour résoudre tous ces problèmes-là, on a des partis politiques qui ont des idées magiques. Notamment des partis extrémistes, je pense par exemple à l'extrême droite, ou parce que t'es un arabe, parce que t'es un noir, en fait à cause des étrangers, le système il fonctionne plus. Parce qu'ils vont profiter des aides, parce qu'ils vont profiter de tout ça, et puis nous du coup... Ouais, parce que je suis blanc. Du coup, nous, on en pâtit. On travaille dur pour eux et eux, ils profitent de nous. 2 choses. Peut-être plus, j'en sais rien. Moi, je vois les mecs qui ramassent les poubelles et tout ça, ils sont rarement blancs. Donc ça veut dire que peut-être les blancs, ils ont pas envie de faire ce boulot-là. Je peux le comprendre, mais en tout cas, moi, j'en vois qui le font. En plus de ça, je pense que l'immigration, ça peut être une chance. Alors, pas toujours, mais ça peut en être une. En tout cas, selon les statistiques, l'immigration rapporte plus d'argent que ça en coûte. Et je dis ça, je dis rien. Alors on va nous dire aussi, oui, mais bon, les Noirs, les Arabes, c'est souvent ceux qui vont en prison, c'est les délinquants et tout ça. Je crois que c'est vrai. Cela dit, il y a quand même une explication à donner. Donc quand tu accueilles des gens, il faut pouvoir les accueillir dignement. Et peut-être qu'il y a besoin d'une politique d'immigration. Je veux dire, si t'es pas capable d'accueillir quelqu'un, faut pas l'accueillir. Mais moi j'ai envie de dire un truc. Admettons j'invite un pote chez moi et je lui dis viens je t'héberge, fais comme chez toi, y a pas de souci, machin. Un pote, il aura sa façon de faire, sa façon de vivre, sa façon de gérer les choses, à sa manière, qui va peut-être pas correspondre tout à fait à la mienne. Alors 2-3 jours ça va aller, tu vois, et au bout d'un moment ça va commencer à me saouler parce que je sais pas, il aura peut-être bouffé mon paquet de chips et il en aura pas racheté un, ou alors je sais pas, il aura rangé certaines affaires à un endroit où je les range pas moi, et au bout d'un moment ça va commencer à me saouler, tu vois, et puis à la longue je vais avoir envie qu'il dégage, tu vois, pourtant c'est mon pote, mais on n'arrive pas à vivre ensemble. Alors que si j'avais mis des règles, parce qu'au début je lui ai dit tu fais comme chez toi, donc le gars il fait comme chez lui, tu vois, alors que si j'avais mis des règles et que j'avais dit tiens ça c'est comme ça, machin, tu peux te servir, mais bon par contre essaye de racheter un peu de temps en temps des chips ou je sais pas quoi, j'en sais rien, des bières, et que du coup il applique les règles, y a pas de raison que ça se passe mal. Alors imagine avec quelqu'un que je connais pas,
ce serait encore pire en fait. Ce serait pas au bout de 2 jours, j'aurais dit tu dégages. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois. On dit bah venez bosser, venez faire le boulot qu'on veut pas faire, vous démerdez. Ouais, bah forcément. Après, du coup, on vit un petit peu en communauté, on essaye de. Bah, c'est naturel. On se met un petit peu entre nous parce que bah on a un petit peu les mêmes codes, les mêmes façons de voir les choses et du coup c'est compliqué de s'intégrer finalement. Donc pour moi ça peut être catastrophique, un parti d'extrême droite qui prend le pouvoir, ça peut être triste. Sachant que d'ailleurs dans l'esprit des gens, il y en a beaucoup qui sont étrangers alors qu'ils sont français en fait, hein. Donc voilà. On n'a pas que l'extrême droite, hein, on a aussi l'extrême gauche que j'adore, hein, j'adore aussi l'extrême gauche. Qui, eux, se disent, bah c'est simple, on taxe les super riches, on leur prend le pognon parce qu'eux, ils prennent tout le pognon. Ça semble pas con hein, comme ça, hein, parce que tu te dis, bah oui, c'est pas normal. Y en a qui se font un max de blé et il y en a qui en chient. Et l'idée peut être alléchante comme ça. Bah seulement, ces super riches, ces entreprises qui font un max de thunes, c'est aussi elles qui apportent des richesses. Alors peut-être mal réparties, hein, j'en sais rien. Mais c'est elles qui créent des richesses aussi. Qui emploient des sous-traitants et tout ça, qui font tourner un peu l'économie, qui apportent aussi pas mal d'impôts. Et donc si on les taxe, d'accord, peut-être qu'à très court terme, ça va faire rentrer de la thune. Mais seulement ces gens-là, ils ont tellement de thunes, bah c'est facile de se barrer. Donc si tu les taxes à fond, moi par exemple si je suis super riche, tu me taxes à mort, bah je me casse. Et ma thune, bah ce sera un autre pays qui va en profiter. Et là j'ai l'impression que du coup on risque d'être vraiment dans la merde. Parce que du coup t'auras plus d'entreprises qui vont injecter de la thune dans l'économie. T'auras plein de sous-traitants qui vont couler parce qu'elles sont un petit peu dépendantes des grosses entreprises, des gros investisseurs. Et là, c'est une sacrée catastrophe économique, hein, donc bravo. Alors vous allez me dire, ouais, t'as dit t'es apolitique, machin, t'es d'aucun bord politique. Mais par contre, du coup, les autres, tu les critiques pas, Macron et tout ça. Si, je vais les critiquer. Les partis qu'on va dire un peu plus centristes, ils vont être un petit peu plus modérés. Mais ce qui est important surtout, c'est pas faire de vagues, hein. Faut pas qu'il y ait trop de grosses manifestations parce que c'est pas bien. D'ailleurs, c'est pas bien non plus, hein, des grosses manifestations. Souvent, c'est le merdier. Mais bref, du coup, on essaye de pas faire trop de conflits et donc, on va pas trop bouger. On verra bien ce qui se passe. Et on va faire la politique de l'autruche. On va mettre la tête dans le sable et on verra bien. Un petit peu comme le chat de Schrödinger qui a utilisé cette image pour illustrer la superposition quantique. Alors en fait c'est simple, Schrödinger il voulait illustrer ça. Donc l'idée c'était de mettre un chat dans une boîte en carton avec un produit qui va le tuer si ça s'ouvre. Et donc il y aura une particule qui aura une chance sur 2 de faire évaporer un peu le produit dans la boîte. On attend un petit peu et à ce moment-là en fait quand la boîte est fermée, le chat est dans 2 états. Soit il est mort, soit il est vivant. C'est la superposition quantique. Et donc, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, le chat est dans les 2 états. Quand on l'ouvre, le chat est soit mort, soit vivant. Mais en tout cas, tant que la boîte est fermée, le chat est dans les 2 états en même temps. Désolé, hein, il fallait que je passe un petit peu de quantique dedans, ça me fait marrer. Et donc, cette politique de l'autruche, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. On met la tête dans le sable et ça marche et ça marche pas en même temps. On verra bien, peut-être que si je sors la tête, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, je sais pas. C'est une super façon de voir les choses, hein. L'immobilisme, c'est magnifique. Donc, très bien, super. Alors avec tout ce merdier, tout ça, au bout d'un moment, il y a un risque important, c'est celui du consentement à l'impôt. Quand on a l'impression que notre thune, elle va nulle part, ou qu'elle va dans des trucs qui servent à rien, au bout d'un moment, ça commence à faire chier. Et quand on ne croit plus aux raisons pour lesquelles on paye des impôts, des taxes, des charges sociales, tout ça, peut-être qu'on va foutre la merde. Donc, on va peut-être voter pour des partis extrêmes, ou on va peut-être se révolter. Alors, il y a des révoltes qui ont apporté des trucs sympas, hein, mais en général, il y a pas mal de dommages collatéraux. Donc, on le voit bien, hein, risque économique, social, écologique, politique. Donc si on continue comme ça, parfait.
Alors une fois qu'on a dressé ce portrait plutôt sombre, on peut se dire bon bah alors on fait quoi? On attend que ça se casse la gueule et puis on verra bien. Après tout on s'en bat les couilles. Il y en a peut-être qui sont un petit peu plus proches de la mort que de leur naissance, tu sais, donc bon, c'est pas grave, la vie a été cool quand même. Ou alors on peut se dire peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. J'aime mieux cette optique-là quand même. Et pour ça, je trouverais ça intéressant de faire une sorte d'audit global du service public, un petit peu comme on fait dans les entreprises, où quand ça va mal, on fait un audit et on regarde ce qui va pas, on regarde ce qu'il faut changer, on regarde ce qu'il faut supprimer, peut-être améliorer, mettre en avant. Alors on a la Cour des comptes en France qui s'occupe un petit peu de ça, qui va dénoncer des dépenses à la con. Mais en général, on s'en bat un petit peu les couilles, tu sais, on va foutre ça dans un tiroir ou dans un placard ou peut-être une étagère. Je sais pas ce qu'ils ont pour foutre tous ces rapports-là. Ils ont sûrement une grande pièce pour mettre tout le bordel. Mais là, un véritable audit qui ferait le point sur ce qui marche pas, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut mettre en avant. Et qui finisse pas dans un tiroir, mais qu'on en tienne compte et qu'on fasse en sorte à ce que ça fonctionne. Alors j'imagine que ça risque de coûter une blinde, mais au final c'est peut-être de l'argent qui va être bien investi. J'ai quelques exemples comme ça qui me viennent. Par exemple, pour toutes les prestations qui sont facturées au service public, en général, on fait payer le prix fort. Peut-être qu'avoir des acheteurs, des gens qui vont négocier les prix, ce serait peut-être pas mal. Parce que quand t'achètes des chaises 4 fois le prix, c'est peut-être pas pertinent, tu sais. Ou dans l'hôpital, par exemple, pour tout ce qui est des prothèses, des vis, des trucs comme ça. Ça coûte une blinde, Je connais un petit peu le monde du décolletage. Je sais que faire, par exemple, des vis sur mesure, alors ça coûte plus cher, mais ça coûte pas le prix que l'hôpital l'achète, Ça coûte pas ce prix-là. Peut-être revoir aussi tous ces gras de papier, tous ces poses tampons, toutes ces hiérarchies qui servent à rien. Ça coûte cher, Ils sont mieux payés en plus. Alors peut-être soit les remettre sur le terrain, leur dire bon bah ça va, vous avez été planqué un moment, maintenant il va falloir peut-être revenir un petit peu sur le terrain. Et aussi peut-être mieux payer les personnes qui sont sur le terrain pour les remotiver. Je ne sais pas, je n'ai pas la prétention d'avoir les compétences de pouvoir gérer tout ça. C'est pour ça qu'il faudrait un audit avec des gens qui sont compétents pour ça. Peut-être voir aussi la politique des prestations sociales. Je parlais tout à l'heure de la prime d'activité. Il y a des charges sociales, il y a des charges patronales qui servent à financer le système social, c'est très bien. Seulement, je trouve que financer quelque chose qui va me revenir après, c'est peut-être des doublons, des services qui servent à rien. Et que moi, ma prime d'activité, si elle est directement sur mon salaire, ça me va. Et dans ce cas-là, j'aurais même pas besoin de faire mes démarches à la con, à la CAF. Et peut-être que les gens à la CAF ont autre chose à foutre que de se faire chier à gérer la prime d'activité. Ce serait pas mal aussi peut-être de... Alors, encore une fois, les prestations sociales, c'est important pour ceux qui en ont besoin. Mais je pense que c'est quand même normal d'avoir un niveau de vie plus confortable quand tu travailles que quand tu travailles pas. Attention, il y a des personnes qui sont handicapées, qui peuvent pas travailler pour plusieurs raisons et tout ça. Ça veut pas dire qu'ils ont pas le droit d'avoir un niveau de vie digne. Mais il y en a, c'est par choix. Alors, c'est pas la majorité, mais ça existe. Il va falloir peut-être aussi revoir cette relation syndicat-patronat. Je pense au système allemand, où on est dans un système quand même beaucoup plus collaboratif, où les intérêts de l'un sont en corrélation avec les intérêts de l'autre, et on n'est pas tellement rentre dedans. Alors des fois, forcément, il y a des conflits, comme toujours, quand on essaye de coopérer. Parfois, ça se rote un peu, voilà. Mais quand même vachement moins qu'en France, quoi. En France, on est habitué aux grèves. Et peut-être que moins se reposer sur l'État et peut-être un peu plus être en collaboration entre le patronat et le syndicat. Et encore une fois, je ne critique pas les syndicats, je ne critique pas le patronat, sauf que l'un et l'autre sont responsables. Parce que le syndicat considère que le patronat c'est le méchant, et le patronat considère que le syndicat c'est le méchant aussi. Donc en fait c'est méchant contre méchant. Alors que si on se disait tiens, ce serait peut-être pas mal d'avancer... Alors d'accord, je vais pas faire la chochotte en disant main dans la main, mais un peu dans le genre quoi, tu vois. Ce serait peut-être plus constructif, tu vois.
Dans la deuxième partie, je suis pas rentré sur le risque de la dette. Je vais juste en parler là, parce que finalement, la dette en soi, c'est pas forcément un problème. Alors, si la dette finance la dette, si la dette finance quelque chose qui ne fonctionne pas, là, c'est un problème. En revanche, si la dette finance des choses qui permettent d'investir, qui permettent une évolution, peut-être des meilleures transactions, peut-être des meilleures connexions, des infrastructures qui peuvent servir à l'économie, cet investissement-là, alors peut être rentable, dans le sens où on ne demande pas à ce que l'État gagne de l'argent, on demande à ce que l'État en dépense intelligemment et que ça apporte quelque chose. Donc si la dette était mieux utilisée, pour l'audit par exemple, tu utilises un peu de dette pour faire un audit global, ça va coûter un peu, mais peut-être que à moyen terme, ça va être rentable finalement. Et finalement, peut-être que tout le monde sera content, parce que ça fonctionnera peut-être mieux. Enfin, et ça concerne aussi peut-être la dette, le potentiel écologique, il faut que l'écologie ne soit pas seulement un frein, mais peut-être aussi une opportunité, dans le sens où il y a un certain potentiel en France, il y a certaines connaissances, il y a une certaine maîtrise, et notamment je sais qu'il y a pas mal de gisements d'hydrogène et tout ça, et que l'hydrogène, ça peut être aussi une énergie du futur. Et peut-être qu'investir dans l'écologie, ça peut être une force, notamment pour avoir une autonomie énergétique, et peut-être même aussi devenir des pionniers. Tout à l'heure, je disais, il y en a certains qui commencent à dire « Ouais, pourquoi je me ferais chier à faire du tri, à m'empêcher de rouler en bagnole et tout ça, alors que d'autres, blablabla, blabla. » Il y a aussi une impulsion qui doit être faite des fois. Alors, on va peut-être se dire que nous, à notre niveau, en tant que Français, ça va pas changer grand-chose. Il y a quand même dans l'histoire où la France, elle a apporté des trucs sympas. Les droits de l'homme, par exemple. Et peut-être que dans l'écologie, on peut être pionnier aussi là-dessus. Et en plus de ça, on a largement le potentiel. Je pense aussi au fait que Donald Trump a une politique anti-scientifique et que ça peut être sympa aussi d'investir pour les scientifiques, pour qu'ils viennent en France et qu'ils viennent développer aussi des technologies écologiques. Parce que ça, la science, l'innovation, c'est aussi quelque chose qui a permis aux États-Unis de devenir la première puissance mondiale. Donc peut-être pourquoi pas profiter de la connerie de Donald Trump pour en tirer profit, je sais pas. Tout ça pour dire que même si le portrait semble un petit peu sombre, il y a peut-être des pistes pour s'en sortir autres que le RN ou LFI ou la politique de l'autruche. Mais pour ça, il va falloir quand même se sortir les doigts du cul, et peut-être faire 2-3 sacrifices. Alors je vais prendre une image qui peut sembler peut-être triviale, peut-être débile, mais je trouve que c'est assez parlant. Imagine tu dois aller quelque part, c'est la nuit, tout ça, il fait un peu froid, et tu décides d'y aller en voiture parce que c'est plus confortable, mais ta bagnole, elle est pas terrible, elle roule plus très bien, tout ça, et donc tant pis, c'est quand même mieux d'y aller en voiture, c'est quand même moins chiant. Alors tu peux choisir d'y aller à pied, sauf qu'il y a quand même quelques kilomètres et c'est chiant quoi, tu vois. Mais en tout cas, au moins t'es sûr d'y arriver. Sinon, tu décides quand même de prendre la bagnole, tu pars, il fait nuit, elle roule pas super bien, t'as la direction qui déconne un peu. Pour le moment ça va quoi. Et puis petit à petit, la bagnole commence à foirer, ça tient de moins en moins bien la route. Alors tu peux toujours t'arrêter, mais non tu restes, tu te dis ça va tenir. Et là t'as les freins qui lâchent et ça devient un petit peu merdique. Et tu te dis avec un peu de bol, ça va tenir, j'arriverai à m'arrêter dans une montée ou quelque chose comme ça. Ou alors au bout d'un moment, si j'arrête d'accélérer, la voiture va finir par s'arrêter. Ou alors tu peux décider de descendre, t'abandonnes la bagnole, on verra si elle est encore là demain. Dans ce cas tu t'en sors sans trop de dégâts encore. Ou alors tu continues, tu te dis allez ça va tenir. Puis je suis mieux dans ma caisse, il commence à faire froid, tout ça, voilà. Et là, t'as l'accélérateur qui reste bloqué, donc t'as plus de frein, une direction merdique, ça tient mal la route, l'accélérateur qui est bloqué. Là, tu te dis, je suis dans la merde. Alors tu peux te dire, je saute de la bagnole, mais je risque de me faire mal là quand même. Je risque de me blesser, je risque même de gravement me blesser. Ou alors tu te dis, allez, on verra bien. Ça se trouve, ça va tenir le coup. Et là, il commence à neiger, il commence à faire un gros temps de merde, là. Et t'as plus du tout le contrôle de la bagnole. Tu peux toujours sauter de la bagnole. Seulement là, ça craint parce qu'elle roule de plus en plus vite. Et là, si tu sautes, tu risques de te faire vachement mal. Ou alors, tu peux toujours espérer que ça va se remettre. Et là, pas de bol.
bah c'est l'accident et tu t'en sors pas. Alors ça peut être nul comme image, mais ça me fait penser à ça, parce que plus on va faire le sacrifice tôt, moins ça aura d'impact sur nous. Alors forcément ce sera un sacrifice. Se faire les kilomètres à pied, c'est chiant. Et est-ce que c'est mieux que de sauter de la bagnole et de risquer de se blesser? Au final, là où on voulait aller, on n'y arrive pas, ou on y arrivera beaucoup plus tard, parce que on aura fait un petit séjour à l'hôpital. Ou alors, on n'y arrivera même jamais, peut-être, si on est resté dans la bagnole. Parce que, finalement, c'est bien. Moi, le confort, tout ça, ça me plaît. Seulement, on a quand même un côté égoïste. Et comme je l'ai dit, par exemple, pour l'écologie, il y en a beaucoup qui se disent « Mais pourquoi je me casserais le cul ?» Il y en a qui font rien, il y en a qui se bougent pas, et pourquoi ce sera à moi de faire le sacrifice? En fait, c'est pas compliqué. Je pense que le sacrifice, il faut le faire aussi. Si on a des gamins, par exemple, peut-être pour les gosses, je sais pas. Quand on fait des gosses, on a quand même envie qu'ils aient une vie meilleure que la nôtre. Je rappelle quand même, le taux de pauvreté en France, il est supérieur pour les jeunes que pour les retraités. Alors je dis pas qu'il faut que les retraités soient pauvres, je dis que les jeunes, il faut qu'ils soient moins pauvres. Et je sais que c'est compliqué de faire des sacrifices. Je sais que c'est compliqué de se dire pourquoi c'est à moi de faire ça. La différence en fait, c'est que si tout le monde le fait, l'impact il sera moins grand. Mais c'est tellement bien d'être posé le cul peinard dans sa bagnole, en voyant le mur qui arrive, tu sais, parce que tu te dis, il y en a peut-être qui vont s'en sortir, il y en a peut-être qui vont y réchapper. Mais la majorité va y rester. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, j'ai une fille, et pour différentes raisons, à la base, je voulais pas avoir d'enfant, notamment parce que je me disais que ce monde est un peu trop merdique pour mettre quelqu'un au monde ici. Et il se trouve que les choses ont fait qu'elle est là, et aujourd'hui, c'est la personne que j'aime le plus sur cette planète à la con. Et ça me fait chier. Ça me fait chier pour elle, parce que tout le monde veut garder son confort en espérant que ça va bien se passer, ou alors en se disant de toute façon moi c'est bon, je suis sauvé, j'en ai rien à foutre, les autres ils se démerdent. Moi je le vois pas comme ça, j'ai même envie de dire, parce que j'entends beaucoup des gens qui disent, à raison d'ailleurs, j'ai travaillé toute ma vie, je mérite ma retraite et tout ça, et je suis d'accord. Seulement le système de retraite par exemple en France c'est un système par répartition. Ça veut dire que ce sont les actifs qui payent la retraite des retraités. Et on observe un vieillissement de la population, ce qui veut dire qu'il y a moins d'actifs pour plus de retraités. Ça, c'est un problème, par exemple. Mais on veut pas changer le système de retraite. Ça fait chier, parce que peut-être je vais moins toucher, peut-être que voilà. Et on préfère quelque part que les jeunes restent pauvres pour que nous, on puisse vivre mieux notre retraite. Et ça se comprend. Par contre, je ne suis pas d'accord pour le fait que les jeunes soient pauvres. Et honnêtement, et c'est absolument pas de la démagogie, si je dois dire fuck à ma retraite pour que ma fille puisse avoir une vie meilleure, fuck la retraite. Mais ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui se dise ça, parce que tout le monde considère qu'il s'est trop cassé le cul et que c'est aux autres de faire des efforts. Non, les efforts, ils doivent être faits par tout le monde. Du gamin jusqu'aux vieux. Ah oui, tout le monde en a chié. Il y en a qui en ont moins chié que d'autres, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est une raison pour rester inerte? Est-ce que c'est une raison pour dire « j'en ai rien à foutre » ? On a beaucoup tendance à trouver des victimes toutes trouvées. Les étrangers, les super riches, tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, on jalouse tout le monde, On n'arrive pas à se contenter de ce qu'on a. Souvent, on dit, tiens, on est dans la société de consommation, machin, gna gna gna. Mais on aime bien acheter notre super téléphone. Au passage, moi, j'ai un téléphone que j'ai acheté 1 €. J'en ai rien à foutre du prix de mon téléphone, tant qu'il marche. Et on a tendance à s'attarder sur des broutilles, sur notre confort immédiat. Et on entend partout... Ouais, cette société de consommation, ouais, cette société où chacun pense qu'à sa gueule et tout ça. Mais vous en faites tous partie ? Vous vous en rendez même pas compte en fait ? Parce que vos privilèges, vous voulez les garder ? Ouais, ça fait chier. Mais à quel prix ? Donc le truc, c'est qu'il y en a peut-être qui vont descendre de la bagnole. Et il y en a certains qui voudront pas descendre de la bagnole. Et tu vas te dire, pourquoi moi je resterai pas dans la bagnole, moi aussi ? Parce que, voilà, il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi. La différence, c'est que si on descend tous de la bagnole, peut-être que ceux qui vont aller dedans,
ils vont se dire, il faut peut-être que moi aussi j'y aille à pied. Alors on va dire, c'est l'effet mouton et machin. Non, moi j'appelle ça une synergie en fait. Parce que plus on est nombreux au final, et plus ça a d'impact. Alors j'ai rien à vendre, hein. Je suis pas politicien, tout ça, j'ai pas de programme, j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle je suis apolitique, c'est que au final, il n'y a pas de réflexion. C'est entièrement basé sur des idéologies. Et là, par contre, on a des moutons qui vont suivre le chef. Alors aujourd'hui, il s'appelle Bardella, Mélenchon, Macron, ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Et on va réfuter tout ce qui peut être pertinent d'un camp, parce que c'est pas notre camp. Et ce qui peut être merdique dans notre camp, ça l'est pas, parce que c'est mon camp. Moi, j'ai pas de camp. J'essaye juste de voir ce qui va et ce qui va pas. Quand on me dit c'est les Noirs, les Arabes, les étrangers, tout ce que tu veux, qui font que le pays marche mal, prouve-le. Quand on me dit qu'il faut taxer les super riches, que c'est les super riches qui font qu'il y ait de plus en plus de pauvres, prouve-le. Au passage, plus il y a de riches dans un pays, moins il y a de pauvreté dans ce pays. Je sais pas trop ce qu'on doit dire, hein. Quant aux autres qui veulent un consensus, on veut froisser personne, hein. On est gentil avec tout le monde. Sauf qu'on fout tout le monde dans la merde au final. Bah allez vous faire foutre tous. Donc vos dogmes politiques à la con, je les emmerde. Il faut juste essayer de réfléchir, d'avoir un esprit critique. Et plutôt que de dire bah ça c'est mon camp donc c'est bien, ça c'est le camp de l'autre donc c'est merdique, bah peut-être de réfléchir différemment. Et peut-être arrêter de penser juste à sa gueule. Parce que si le système s'effondre, que c'est la catastrophe, on sombrera tous ensemble, hein. Alors il y en aura peut-être qui auront la chance de mourir avant, hein. Et c'est dommage d'ailleurs qu'une fois qu'on est mort, on n'ait plus de conscience. Parce que ce serait bien quand même de se dire putain j'ai quand même fait de la merde, hein. Je leur ai laissé un sacré héritage pourri. Je vous rassure, quand vous allez mourir, vous aurez plus de conscience, donc vous en aurez rien à foutre. Mais peut-être que pour vos gosses, si vous en avez fait, si vous en avez pas fait, pour les autres, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas. Par solidarité, quoi. Et peut-être refuser un certain temps, un certain confort. Et le pire dans tout ça, c'est que finalement, c'est un sacrifice qui peut apporter quelque chose de bien au final. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu économises un peu de thunes pour t'acheter quelque chose que t'aimes bien ou partir en vacances. Tu te sacrifies, tu vois, sur le moment. Et au final, tu te fais encore plus plaisir. Le délire, c'est un peu le même, quoi. Et j'appelle à voter pour personne, vu que personne ne propose ça. Personne ne propose un audit global qui tient la route et auquel on va tenir compte, pas comme la Cour des comptes, hein, où tout le monde s'en branle, tu sais, ils sont en train de te dire qu'on gaspille de la thune pour ceci, pour cela. Mais les couilles, tu sais, mais c'est tranquille, de toute façon, c'est pas notre thune. L'argent public, c'est pas le nôtre. Un petit peu quand même, quoi. Hein. Donc il y a un moment, peut-être qu'il va falloir arrêter de penser juste à sa gueule, parce que à penser juste à sa gueule, au final, tu vas sombrer aussi. Et toute cette démagogie politique à la con, ça me les brise sérieusement. Alors je suis plutôt pessimiste, mais j'ai espoir que peut-être un jour quelqu'un, ce sera pas moi, hein, parce que ait une vision un petit peu différente et un petit peu plus critique de la situation, et qui te disent on va renverser la table et on va essayer de faire en sorte à ce que ça se passe mieux. En gros, on appelle ça un changement structurel. Alors ça peut faire peur, hein, mais moi ce qui me fait peur, c'est plutôt la situation actuelle et la direction qu'elle prend. Alors ça me fait pas spécialement peur pour moi, parce que je vais pas mourir demain, hein, mais en fait je m'en cogne, mais c'est plutôt pour ma fille, quoi, parce qu'elle a pas demandé à être là, quoi. Et peut-être que si on pensait un petit peu plus à ça, ça serait cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez le pouce bas si vous trouvez ça merdique. Mettez le pouce en l'air si vous trouvez ça pas mal. Et peut-être qu'on peut en discuter aussi dans les commentaires. Je vous dis à bye bye.